Le catch professionnel peut être un métier extrêmement dangereux car il peut entraîner des blessures même chez les catcheurs les plus robustes et les plus compétents. Si la plupart de ces blessures peuvent être guéries avec le temps, certaines font beaucoup plus de dégâts, à tel point qu'elles ont des conséquences permanentes, même si certains catcheurs parviennent à continuer à catcher malgré les dégâts. Alors, restez avec nous dans cette vidéo. Nous allons vous présenter les blessures qui ont endommagé de façon permanente le corps des catcheurs de la WWE. Pour commencer notre liste, nous allons nous pencher sur une blessure qui a changé la vie de Steve Austin pour toujours. En ce qui concerne les grands noms du catch, très peu d'entre eux peuvent être comparés à Stone Cold Steve Austin. Bien avant son passage à la WWE, il était une superstar de la défunte WCW et de l'ECW, connu pour être l'un des hommes les plus techniques de l'industrie du catch à l'époque. De nombreux fans ne connaissent que son passage à la WWE, qui a débuté en 1995, car Austin a accompli des exploits incroyables lorsqu'il travaillait pour Vince McMahon. Mais si nous vous disions que la WWE n'a pas eu l'occasion de voir le meilleur de lui, cela peut paraître fou. Mais Steve Austin n'a pu donner le meilleur de lui-même qu'au cours de ses 2 premières années au service de Vince McMahon, et ce, en raison de la terrible blessure au dos qu'il a subie. Nous sommes le 3 août 1997. Steve Austin était rapidement devenu l'un des favoris des fans de la compagnie et se retrouvait dans des segments avec toutes les plus grandes superstars de l'époque. Plus tôt dans l'année, il avait habilement éliminé Bret Hart pour remporter le Royal Rumble, participé à son tout premier événement principal de PPV, perdu une chance de remporter le championnat de la WWE dans un Four Corner élimination match contre Hart, The Undertaker et Vader, et était devenu babyface. Après tout cela, Austin s'est associé à Shawn Michaels dans une querelle contre les Hart, qui a vu le duo remporter le championnat double WWE Tag Team. Mais tout cela a conduit Owen Hart et Steve Austin à s'affronter à SummerSlam avec le titre de champion intercontinental en jeu. Un match de championnat, 2 légendes sur le ring avec une stipulation « Kiss my ass » pour le perdant. Tous les ingrédients sont réunis pour un classique instantané de la WWE. Mais tout a dérapé relativement tôt dans le match lorsque le Texas Rattlesnake a tenté de soulever Owen Hart pour lui asséner un piledriver. Mais Hart a inversé le mouvement et Austin s'est retrouvé à sa merci. Tout avait été répété jusqu'à ce point, mais voici le problème. Pour ce Tombstone piledriver, Owen Hart était censé sauter sur ses pieds avec juste un peu de la tête de Steve touchant la toile. La vraie affaire était pour Austin de vendre le mouvement comme si sa tête avait été écrasée. Malheureusement, la tête d'Austin se trouvait à environ 8 pouces sous le bas des jambes de Hart, de sorte que lorsque ce dernier a sauté, il a fini par frapper Austin. Au lieu que ses pieds entrent en contact avec la toile, c'est la tête d'Austin qui le fait. L'impact s'est immédiatement répercuté sur son cou, qui s'est brisé. Ce n'est que bien des années plus tard qu'Owen Hart a révélé que même avant le match, Steve Austin avait ressenti des douleurs au cou, probablement parce qu'il avait vendu des piledrivers au cours des années précédentes. Ce coup raté a donc eu presque 2 fois plus d'impact que sur quelqu'un ayant un bon coup. Comme le dit Steve Austin, « Dès que ma tête a touché le tapis, j'ai pensé à Christopher Reeve. Parce que j'ai cru que je ne marcherais plus jamais. Je ne sentais plus rien à partir du cou. » Au cas où le nom ne vous serait pas familier, Christopher Reeve était à l'époque l'acteur le plus populaire à avoir incarné un Superman en action réelle. Il avait été un acteur maintes fois récompensé à la fin des années 70 et dans les années 80 jusqu'en mai 1995, lorsqu'il a été jeté d'un cheval lors d'une compétition équestre. Reeve a atterri sur le cou et est devenu paralysé à partir du cou, ayant besoin d'un fauteuil roulant et d'un ventilateur pour le reste de sa vie. Normalement, Steve Austin aurait dû subir le même sort après une telle blessure. Mais par un coup de chance ou quelque chose de divin, il n'est resté paralysé qu'une vingtaine de secondes. Après quoi, il a pu terminer le match. Enfin, peut-être pas finir exactement, mais il a réussi à frapper Owen Hart avec quelque chose qui ressemblait à un roll-up, ce qui lui a permis d'épingler Hart pour le compte et de remporter la ceinture. Le Texas Rattlesnake a réussi à retourner en coulisses, toujours dans ce qu'il a décrit comme un monde de blessures. Après des examens IRM et de nombreux rendez-vous chez le médecin, il s'est avéré que sa blessure n'avait que légèrement manqué les nerfs
qui l'aurait rendu paralysé. Steve Austin est resté à l'arrêt pendant environ 4 mois, puis il est remonté sur le ring. Bien qu'il ait poursuivi sa carrière en remportant 6 titres de champion de la WWE, 2 titres de champion intercontinental, 4 titres de champion par équipe et en devenant le 5e champion de la triple couronne de la compagnie, Steve Austin n'a plus jamais été le même après sa blessure à la nuque. Tout d'abord, il a dû changer son style de catch, passant du génie technique qu'on lui connaissait à la force pure et à l'assaut de ses adversaires, avec des coups d'estoc. Finalement, cette blessure au cou, associée à d'autres problèmes de genoux, l'a poussé à se retirer des rings en 2003, bien qu'il soit encore au sommet de sa forme. Il est cependant resté dans le giron de la WWE et a fait des apparitions sporadiques sur le ring jusqu'en 2022. Peut-être que si cette séquence de piledriver ratée n'avait jamais eu lieu, Steve Austin aurait eu la longévité de l'Undertaker, par exemple. Nous ne le saurons probablement jamais. Le ringmaster, lui, n'a pas oublié sa blessure, comme il l'a récemment déclaré lors d'une interview. Pendant longtemps, j'ai regardé la vidéo encore et encore, 20 ou 30 fois par jour. J'aime encore la regarder de temps en temps. Aujourd'hui, je la regarde juste pour me rendre compte où j'en suis. Cela me permet de garder les choses en perspective. Je me considère comme très chanceux. Et il n'est pas la seule superstar de la WWE à penser ainsi, puisque Shawn Michaels a lui aussi subi une blessure qui a changé le cours de sa carrière. S'il y a une petite liste de catcheurs dans l'histoire de la WWE qui peuvent se vanter d'avoir été des superstars plus emblématiques que Steve Austin, le Heartbreak Kid est certainement quelque part dans le top 5. Après tout, il a travaillé dans la compagnie pendant près d'une décennie avant qu'Austin n'arrive de la WCW. 4 fois champion du monde, 2 fois vainqueur du Royal Rumble et 2 fois intronisé au WWE Hall of Fame, Michaels a participé à l'édition inaugurale de certains des événements les plus emblématiques de la WWE, comme le premier Hell in a Cell au Bad Blood, In Your House, le premier ladder match, les premiers Iron Man matchs télévisés et quelques autres. De tous ces événements inauguraux auxquels Michaels a participé, le plus emblématique est sans doute le premier Hell in a Cell, qu'il a vu affronter son ennemi de toujours, l'Undertaker. Les 2 hommes ont livré la performance du siècle et les fans étaient impatients de les voir monter sur le ring. En 1998, 10 ans après le premier match de Shawn Michaels à la WWE, les 2 hommes s'affrontent dans un casket match lors du Royal Rumble PPV de 1998. Et pendant la majeure partie de la soirée, il semble que Taker et HBK vont surpasser leur précédent spectacle, 5 étoiles. Les 2 hommes s'échangent des coups techniques, se frappent l'un l'autre dans une pierre tombale et même dans le cercueil lui-même. C'était un spectacle d'enfer, encore meilleur que ce que les fans auraient pu espérer. Jusqu'à ce que, soudainement, un désastre se produise lorsque l'Undertaker soulève Michaels et le jette hors du ring. D'accord, cela semble probablement terrible, mais croyez-nous, ce n'était pas la première fois que l'un ou l'autre en faisait l'expérience. En fait, on pourrait dire qu'il s'agissait d'un geste routinier, puisque les 2 hommes étaient dans le métier depuis 18 ans à l'époque. Cependant, en ce jour fatidique, Michaels n'a pas été simplement jeté hors du ring pour atterrir sur des planchers rembourrés. Au lieu de cela, en atterrissant, il a frôlé le cercueil avec son dos et cela a suffi pour causer des dommages vraiment terribles. Pour être précis, cette chute a provoqué chez Michaels une hernie de 2 disques dans son dos et l'écrasement complet d'un 3e. En d'autres termes, HBK vient de subir une blessure au dos qui pourrait le rendre totalement paralysé. En fait, on pourrait presque supposer que la chute n'a eu aucun effet sur lui puisqu'il a pu continuer le match. En effet, malgré le fait qu'il se soit franchement cassé le dos, Michaels a continué, luttant contre la douleur mais faisant juste ce qu'il fallait pour rester dans le combat jusqu'à ce que Kane intervienne pour l'aider à franchir la ligne et conserver son titre de champion de la WWE. Après avoir vécu ce match sous l'effet de l'adrénaline, Michaels a dû rester à l'écart du ring pendant les 2 mois suivants, ce qui l'a amené à manquer le PPV No Way Out of Texas. Il fait son retour à WrestleMania 14 pour tenter à nouveau de conserver son titre de champion de la WWE, cette fois contre Steve Austin.
Malheureusement, ce match s'est avéré être sa dernière apparition pour les 4 années à venir, car il a traversé le spectacle dans d'atroces douleurs et a été contraint de prendre une retraite anticipée immédiatement après. Pendant ces années loin du ring, Michaels est resté dans l'entreprise, en tant que commissaire de Raw. Il a également ouvert son propre centre d'entraînement pendant cette période, car il pensait que ses années de catch étaient terminées. Étonnamment, en 2002, Shawn Michaels fait un retour fracassant sur le ring à SummerSlam, après plus de 1600 jours d'absence de catch active. Il s'est avéré que son dos avait quelque peu guéri, ce qui lui a permis de reprendre la compétition. Il a continué pendant les 8 années suivantes, ajoutant à sa longue liste d'intrigues et de querelles emblématiques, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite pour la 2e fois en 2010. Cependant, les fans qui ont suivi Michaels lors de son premier passage peuvent comprendre qu'il n'a plus jamais été le même après cette blessure. Il s'agit peut-être d'un syndrome de stress post-traumatique, de logique ou simplement du fait qu'il était devenu plus propre et plus sobre que dans les années 90. Quelle que soit l'explication, Shawn Michaels a modifié son style de combat et a considérablement réduit l'exécution de spots très dangereux afin d'éviter d'aggraver sa blessure au dos. Un gars qui n'a pas eu cette chance est Joey Mercury. Bien que le personnage de Joey Mercury ait été de loin le plus célèbre de tous les gimmicks d'Adam Birch, Beach a toujours été un catcheur talentueux au potentiel illimité. Il était une espèce rare dans l'industrie du catch, non pas en raison de son physique remarquable ou de ses compétences techniques impeccables, mais pour sa capacité à rendre son adversaire beau. Cela ne semble pas être la première qualité qu'un fan de catch choisirait, mais les experts du catch reconnaissent que les gars comme Mercury, qui avaient une façon de prendre le meilleur atout de son adversaire et de le rendre meilleur, sont les gars qui font vraiment vivre le catch professionnel. Birch a fait ses débuts dans le catch en 2000 à l'ECW et a passé les 8 années suivantes à travailler dans de nombreuses promotions indépendantes avant d'être engagé par la WWE en 2004. Alors qu'il était dans le territoire de développement de l'OVW sous le nom de Joey Mercury, il a commencé à travailler dans une équipe de tag avec Johnny Nitro et Melina en tant que manager. Rapidement, la WWE a découvert qu'elle avait trouvé de l'or avec l'écurie M&M et l'a transférée dans le roster de SmackDown. Au cours de l'année suivante, ils ont remporté 3 fois le titre de champion de la WWE par équipe, puis leur faction a été dissoute. Alors que Mercury commençait à se faire un nom en tant que catcheur solo, tout s'est effondré, littéralement. Tout s'est déroulé en décembre 2006 lors du pay-per-view Armageddon, un Fatal 4-Way Ladder Match. Ce match mettait en scène la réunion des M&M, les duos Dave Taylor et William Regal, Paul London et Brian Kendrick, et les Hardy Boys dans une bagarre à outrance pour les titres de champion par équipe. Pendant le match, les Hardys et les M&M sont regroupés dans un coin du ring avec une échelle à proximité. Le scénario prévoit que Matt Hardy tienne les visages de Nitro et Mercury vers le bas, ce qu'il fait avec succès. Cependant, dans la même séquence, Jeff Hardy fait involontairement une descente de jambes, créant un effet de bascule sur l'échelle qui fait basculer Johnny Nitro et Joey Mercury. Nitro n'a pas été blessé, ce qui est en soi un miracle, mais Mercury n'a pas été épargné, pas même un peu. L'échelle l'a frappé en plein visage, et immédiatement, c'était comme si son visage fuyait le sang. Le visage enflé, Mercure a saigné abondamment et a été transporté d'urgence à l'hôpital. En temps normal, un tel coup aurait fait perdre connaissance à n'importe qui. Mais Mercury est resté conscient tout au long de l'épreuve. Les blessures qu'il a subies au visage comprennent un nez brisé avec 4 fractures, un œil gauche tuméfié et une hémorragie interne continue au niveau du nez et de l'œil. Plus tard, il a dû subir 5 points de suture à l'intérieur du nez et 15 points de suture à l'extérieur du nez et de la joue. Parlant de l'incident plus tard, Joey Mercury a déclaré « Je n'ai rien de comparable. Je n'ai jamais été frappé aussi fort au visage auparavant. Je dirais que j'ai eu l'impression qu'une échelle en acier de 100 livres est entrée en contact avec mon visage à 100 miles à l'heure, ou que j'ai traversé la tête la première, le pare-brise d'une voiture sans ceinture de sécurité. Peut-être que j'ai été frappé au visage avec une batte de baseball balancée par Sammy Sosa. Il ne serait pas exagéré de dire que ne pas tomber dans le coma après un tel coup est un miracle. Et bien que Mercury ait pu guérir physiquement de la blessure, après quelques semaines,
il n'a plus jamais été le même mentalement. En effet, après la guérison apparente de ses blessures faciales, Mercury a continué à souffrir d'une énorme douleur et s'est rapidement tourné vers les analgésiques pour se sentir mieux. Cela a fini par devenir une dépendance si terrible qu'il a été libéré de la WWE seulement 3 mois après l'accident. À première vue, libérer un homme qui vient de subir une terrible blessure semble cruel pour la WWE. Cependant, bien des années plus tard, Joey Mercury a fait la lumière sur tout cet épisode. Il a expliqué que plus tôt dans l'année, avant l'événement Armageddon, il avait passé près de 6 mois dans un centre de réhabilitation. Apparemment, il avait des problèmes de toxicomanie qui avaient commencé alors qu'il n'avait que 15 ans. Vous avez bien entendu, Adam Birch était accro à l'alcool, à la cocaïne, au crack et à l'héroïne depuis son plus jeune âge. Mais il parvenait à garder une apparence convenable les soirs où il devait se produire. Cependant, lorsque l'accident s'est produit et que les analgésiques se sont ajoutés à la liste des substances auxquelles il était accro, Birch a complètement sombré dans la spirale. Vince McMahon est contraint de le laisser partir, car la scène du catch de ces années-là ne fait qu'aggraver sa dépendance. Selon Mercury lui-même, Vince m'a fait asseoir et m'a dit « Nous ne sommes pas inquiets pour ton travail parce que nous savons que tu peux le faire pendant 30 minutes tous les soirs. Ce qui nous inquiète, c'est que tu vas mourir. » À l'époque, il avait fait 3 overdoses et avait été impliqué dans 10 accidents de voiture en raison de sa toxicomanie. Depuis, il a travaillé comme producteur pour la WWE et comme agent de sécurité à l'écran pour Seth Rollins au sein de la faction The Authority. Son expérience et son inspiration en coulisses ont été appréciées par les membres du Shield, comme lorsque Dean Ambrose a déclaré « C'est définitivement un héros pour nous. À ce stade, s'il me dit comment faire quelque chose, je le fais d'abord de cette façon parce qu'il a raison 99% du temps. » Il est bon de voir que Joey Mercury a réussi à reprendre sa vie en main. Passons maintenant à un autre catcheur dont la blessure a non seulement endommagé de façon permanente son corps, mais aussi sa carrière. Tyson Kidd. Theodore James Wilson, qui a commencé à catcher dans les années 90, a été le dernier diplômé du Hard Dungeon. Contrairement à la plupart des gars qui cherchent à rejoindre la WWE, dès qu'ils deviennent professionnels, Wilson a passé du temps à catcher au niveau international dans des promotions comme Stampede Wrestling, Prairie Wrestling Alliance, New Japan Pro Wrestling, All Star Wrestling et AWA Superstars of Wrestling de 1995 à 2007. Durant cette période, il a remporté de nombreux titres, ce qui a surpris ceux qui le connaissaient lorsqu'il a signé avec la WWE en 2006, et qu'il a été envoyé dans une longue liste de territoires de développement. Kidd a travaillé à la Deep South Wrestling et à la Florida Championship Wrestling avant d'être transféré à la NXT. Pendant son séjour à la NXT, Kidd s'est associé à David Hart Smith pour former la Hart Dynasty, qui a remporté le championnat unifié par équipe avec Smith en avril 2010. Un exploit plutôt impressionnant, mais le véritable succès de Kidd est survenu lorsque Cesaro et lui ont fait équipe avec Natalya, la femme de Kidd, en tant que manager. Ensemble, le trio est devenu une équipe redoutable, remportant le championnat WWE Tag Team, ce qui a marqué la carrière des deux hommes. Malheureusement, sa blessure est survenue au moment même où sa carrière était sur le point de s'améliorer. Tout s'est passé le 1er juin 2015, lors d'un dark match organisé avant le début de WWE Superstar. Kidd était opposé à Samoa Joe, qui, d'une manière ou d'une autre, a raté son Muscle Buster de la pire façon possible. Ceux qui connaissent Samoa Joe savent que le Muscle Buster est l'un des mouvements emblématiques de l'ancien champion du monde poids lourd de la TNA. C'était en fait l'un des finishers les plus sûrs, non seulement parce que Samoa Joe avait beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais aussi parce qu'il s'agissait d'une sorte de Fisherman's Suplex. On attrape son adversaire par la corde supérieure et on le plaque au sol, c'est tout. Cependant, au moment où Joe essayait de faire tomber Kidd au sol sur ses épaules, c'est sa tête qui a subi le premier impact et sa nuque s'est brisée. Et ce n'est pas tout. Kidd a également subi une commotion cérébrale dans la même chute, ce qui a rendu sa vision très blanche avant qu'il ne perde tout mouvement dans son corps. En effet, il a été complètement paralysé pendant quelques secondes. S'exprimant sur l'incident des années plus tard,
Kidd a déclaré « Je me souviens très bien de tout, oui. Oui, j'ai perdu toute sensation pendant environ 5 secondes. Vous ne pouvez rien bouger et vous avez l'impression que votre corps pèse 2 millions de kilos. Heureusement, la paralysie n'a été que temporaire puisqu'il a pu sortir du ring et être transporté d'urgence à l'hôpital. À son arrivée à l'hôpital, il a été révélé que Kidd avait subi une blessure appelée fracture du pendu, qui consiste essentiellement à se briser la nuque au point de rencontre du cerveau et de la moelle épinière. Cela semble vraiment délicat, et croyez-nous, ça l'est. En fait, statistiquement, seulement 5% des personnes ont survécu à cette blessure. Et sur les 5% qui ont survécu, seulement 5% se sont retrouvés sans paralysie significative. Nous savons que les chances qu'ils ne soient pas paralysés ou même qu'ils survivent étaient proches de 0, mais il s'en est sorti d'une manière ou d'une autre. Kidd a subi une intervention chirurgicale pour fusionner ses vertèbres C1 et C2 car le ligament qui retenait la C2 avait été rompu. Après cette opération réussie, il est resté paralysé dans quelques parties de son corps et a dû rester alité pendant près d'1 an. Après s'être complètement remis de sa blessure, Kidd n'est toujours pas remonté sur le ring, ce qui est tout à fait compréhensible étant donné que sa survie n'était rien de moins qu'un miracle. Comme l'explique sa femme, Natalia, il ne peut rien faire qui l'obligerait à prendre une bosse. Il peut montrer de petites techniques. Et il est tellement doué, et il est tellement bon dans l'entraînement des autres, mais il ne peut tout simplement pas se cogner. Kidd a également exclu toute possibilité de remonter sur le ring, déclarant qu'il était reconnaissant d'être en vie. Depuis qu'il s'est complètement rétabli, il travaille comme producteur à la WWE, ce qui nous permet de dire qu'il est aussi proche de l'action qu'il en a besoin. La dernière sur notre liste est Nikki Bella. Voilà une femme dont on peut dire beaucoup de choses. Talentueuse, oui, magnifique, certainement. Sous-estimée, sans aucun doute. L'une des moitiés du duo emblématique du Hall of Fame, les Bella Twins, Nikki a eu tout un parcours avant de devenir catcheuse professionnelle. Après avoir joué au football à l'université, Nikki a travaillé comme serveuse dans un hôtel, mannequin et actrice, et a fait beaucoup de travail promotionnel, notamment en étant engagée comme jumelle de la Coupe du Monde pour Budweiser et en participant à l'International Body Doubles Twin Search de 2006 aux côtés de sa sœur jumelle, Brie. Après avoir échoué dans la recherche de divas de la WWE en 2006, les sœurs ont été engagées dans le territoire de développement Florida Championship Wrestling en 2007 et ont formé l'équipe de tag des Bella Twins. Avec sa sœur, Nikki a fait ses débuts dans le roster principal pour la marque SmackDown en 2008 et est restée dans le roster principal pendant les années suivantes jusqu'à leur libération en 2012. Elles ont finalement été réengagées moins d'1 an plus tard, et c'est à ce moment-là qu'elle est devenue un grand succès à la WWE, devenant 2 fois championne des divas, son deuxième règne de 301 jours étant le plus long pour le titre aujourd'hui disparu. Les jumelles ont également été impliquées dans de nombreuses intrigues avec les plus grands noms de la compagnie comme Becky Lynch et Naomi. Ajoutez à cela le succès des jumelles dans la série de télé-réalité de la WWE, Total Divas, qui leur a permis d'obtenir un spin-off intitulé Total Bellas, et le fait que Nikki était dans une relation réelle avec John Cena, et vous pouvez dire que la vie était parfaite pour elle. Cependant, à l'insu des fans, Nikki Bella avait une longue histoire de blessures majeures qui ont fini par culminer en quelque chose de bien pire. Tout d'abord, en 2013, elle s'est fracturé le tibia, puis 2 ans plus tard, elle a subi une terrible blessure aux ischio-jambiers. Quelque part entre tout cela, elle avait également subi une terrible blessure au cou lors de son 2e règne en tant que championne des divas. Cependant, comme elle était au sommet de sa forme, Nikki a continué à avancer, profitant des feux de la rampe, ce qui a aggravé sa blessure. Les disques de son cou ont poussé dans la moelle épinière, entraînant un excès de liquide dans son système nerveux central. Finalement, en 2016, elle a été obligée de passer sous le bistouri et de subir une opération de fusion osseuse. Cette opération l'a obligée à s'absenter pendant 10 mois entiers. À son retour, elle a commencé à s'entraîner avec Daniel Bryan et s'est rapidement retrouvée impliquée dans une intrigue plutôt réussie avec Carmella. Une chose que les fans n'ont jamais remarqué, c'est que Nikki Bella n'a jamais utilisé son fameux Rack Attack Finisher après ses 10 mois d'absence. En fait,
Son corps n'était plus le même et elle avait du mal à exécuter les mouvements techniques pour lesquels elle était connue. Lentement mais sûrement, la WWE a dû réduire son temps de spectacle car sa forme physique diminuait et son cou ne s'est jamais complètement rétabli. Elle a pris une pause du ring en 2018, revenant plus tard pour entrer dans des querelles avec le Riot Squad, avec Brie, et ensuite la championne féminine de Réo, Ronda Rousey. Finalement, en juin 2019, il a été annoncé que Nikki Bella mettait fin à sa carrière sur le ring, en raison d'un kyste qui avait été trouvé sur son cerveau, et également en raison de nouvelles complications de sa blessure au cou. Depuis lors, elle n'a travaillé que dans des rôles d'ambassadrice pour la WWE et est devenue une personnalité de la télévision. Laquelle de ces blessures est la plus grave selon vous? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.